Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes avancées et de ce qui m'a été le plus bénéfique en matière de développement personnel, c'est-à-dire depuis environ 15 ans. Je suis Solène et je partage à propos de mes expériences et de mes prises de conscience pour inspirer les femmes qui sont en transformation intérieure et ou en changement professionnel, en changement de vie. Je leur souhaite de faire ces transformations de manière douce, constructive et éclairée. Donc, je vous partage 5 points qui me font dire aujourd'hui que j'ai évolué dans ma manière de voir les choses et de me mettre en action. Le premier point, c'est de savoir exprimer mes besoins. Et de toute façon, de manière plus générale, de savoir mieux communiquer. Et c'est d'ailleurs par là que j'ai commencé dans le développement personnel. Il y a 15 ans, j'étais dans un couple dysfonctionnel et j'avais 2 enfants que j'élevais à la maison. Les enfants étaient très jeunes, ils avaient moins de 5 ans. Je n'étais pas vraiment épanouie et je cherchais, j'étais en quête de sens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire les bouquins de Jacques Salomé. On n'en entend plus vraiment parler et pourtant je trouve que c'est des bouquins en or où il nous explique tous les rouages de la communication, à savoir le message, soi-même, l'autre, où il nous apprend à nous responsabiliser par rapport à notre communication. Aujourd'hui, on parle de communication non violente. Moi, j'aime bien parler de communication non dévalorisante parce que c'est vraiment ça qu'il nous apprend à faire. Il nous apprend aussi à prendre de la distance par rapport à ce que les autres disent. Il nous fait comprendre la projection des autres sur nous. En fait, avec ces lectures, ça m'a appris à décoder le message de l'autre en face de moi et du coup de prendre du recul par rapport à ses paroles. Et tout ça, ça permet de moins entrer en réaction, d'être moins dans l'émotionnel et d'avoir une communication beaucoup plus apaisée. Et je m'en suis beaucoup servie dans mon travail de vendeuse en magasin bio. Parce qu'évidemment, quand on est dans un magasin, on a affaire à énormément de clientèle tous les jours et on reçoit finalement beaucoup de personnes qui sont dans un émotionnel, anxieux, en colère ou même parfois qui ont envie d'en découdre. Enfin, ils ne sont pas tous comme ça, je vous rassure, mais il y en a. Et ça m'a énormément servi d'avoir acquis ces réflexes de communication non violente, non dévalorisante. D'abord parce que moi, ça me permettait de prendre du recul et ensuite, je savais dédramatiser la situation, ce qui me permettait de faire redescendre d'un cran l'émotionnel qu'il y avait chez la personne et ensuite, on peut discuter de manière plus apaisée. Et toutes ces connaissances sont aussi évidemment très utiles pour tout ce qui est gestion de conflits, etc. C'est vrai que dans ma jeunesse, que ce soit adolescente ou jeune adulte, j'ai rencontré des personnes qui savaient très bien communiquer, peut-être de manière innée, je ne sais pas, mais en tout cas, je remarquais qu'elles faisaient passer le message tellement bien emballé que ça passait crème. Mais en tout cas, je savais que ça n'était pas mon cas parce que je suis issue d'un milieu pudique sur les sentiments, etc. Et puis quand même, de manière générale, il faut bien se dire que les gens, ils savent parler avec leur anxiété, avec leur peur, avec leur colère, avec leur frustration. Mais ils savent beaucoup moins communiquer avec de la douceur, de la bienveillance, de la gaieté. Et c'est bien dommage. J'ai entendu récemment qu'ils mettaient des heures à l'école pour apprendre à gérer son argent. Je trouve qu'il faudrait aussi des heures pour apprendre à bien communiquer. Parce que finalement, dans une société, c'est la base. Alors, je vous donne les 4 titres que j'ai chez moi et que j'ai lus et relus. Il y a tout d'abord « Tais-toi quand tu parles, jalons pour une grammaire relationnelle » chez Albin Michel, donc c'est de Jacques Salomé. Toujours du même auteur, « Si je m'écoutais, je m'entendrais », je l'ai chez les éditions de l'Homme. J'ai également « Papa, maman, écoutez-moi vraiment » pour comprendre les différents langages de l'enfant chez Albin Michel. Et enfin, le courage d'être soi, Pocket, donc c'est une charte du mieux-être avec soi-même et avec autrui. Voilà, donc avec ces 4 bouquins, vous allez être calé en communication et je peux vous assurer que c'est vraiment un gros plus dans la vie. En particulier si vous venez comme moi d'un milieu pudique et que émotionnellement parlant, il fallait essayer d'être le plus lisse possible.
même si à l'intérieur on avait des choses à dire et qu'on bouillonnait, et que la moindre goutte d'eau qui vient faire déborder le vase, eh bien on explose. Et en fait, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, dans ma vie ou dans mon entourage, je rencontre quand même beaucoup plus de gens qui ont voilà, cette difficulté à parler de leurs émotions, à mettre des mots sur leurs émotions, à communiquer ce qu'ils ont à dire et leur message avec la bonne émotion. Alors évidemment, quand on apprend à mieux communiquer et que ça devient plus aisé, eh bien, on n'a plus honte d'exprimer nos besoins, on sait les dire, on sait en parler et ça procure beaucoup d'apaisement à l'intérieur de nous. Voilà, donc maintenant, je vais continuer avec le deuxième point, c'est de connaître mes valeurs et finalement de savoir un peu plus qui je suis. Quand j'avais 20 ans, si tu me demandais ce que j'aimais, qui j'étais, quelles étaient mes valeurs, je ne savais pas quoi te répondre. Et même en réfléchissant un petit peu à la question, je balbutiais, vraiment, je n'en savais rien. C'était finalement très très difficile pour moi d'accéder à qui j'étais vraiment. Et je pense que ça a été un gros souci dans ma vie parce que quand tu as 16, 18, 20 ans, tu dois faire des choix professionnels, parfois des choix de vie. Et quand tu sais pas qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu veux, c'est très embêtant et là tu fais pas du tout les bons choix pour ta vie. Alors j'ai commencé à faire ça il y a à peu près une douzaine d'années en répondant à des questionnaires avec des questions toutes simples, toutes bêtes. Et même ça, c'était difficile pour moi. Je trouve d'ailleurs que ce point-là est beaucoup plus compliqué que le premier point. Je pense que c'est tout un cheminement. Et quand je reprends les fameux questionnaires sur voilà, l'établissement de tes valeurs, qu'est-ce que tu aimes faire, etc. Je le reprends des fois 3 à 4 ans plus tard et je change encore mes réponses. Alors je me dis que c'est normal parce que je fais quand même beaucoup de travail de remise en question et finalement avec l'âge et les années qui passent, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on aimait avant, qu'on n'aime plus, il y a des valeurs qui deviennent plus prioritaires que d'autres, etc. Mais finalement j'ai toujours ces petites questions-là dans un coin de mon bureau et quand ça me prend, je peux les refaire. Et je suis toujours surprise de voir que j'ai acquis de l'assurance sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas, sur ce que j'ai envie de faire, etc. Et ça, tu vois, c'est bon aussi pour l'estime de soi. Et je pense à ça, mais si vous voulez, dites-le moi en commentaire, peut-être sur mon compte Insta ou autre, si vous voulez que je vous mette justement ces fameux exercices, je crois qu'il y en a 20, 21, comme ça, vous pourrez les faire. C'est un petit peu sous forme de jeu, donc c'est assez agréable à faire. Et justement, ils te permettent, en fait, les questions ne sont pas posées abruptement comme ça. Ça t'amène à faire un cheminement, donc c'est un peu plus agréable et un peu plus ludique à faire. Et vraiment, quand on est comme moi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir accès à qui on est et à ce qu'on veut, voilà, ça permet un petit peu de sauter les barrières. Donc tout ça me permet d'accéder au troisième point, c'est-à-dire avoir une vision pour ma vie. Alors évidemment, si le deuxième point n'est pas rempli, celui-là est très compliqué. Parce que avoir une vision pour sa vie, eh bien, ça veut dire aussi savoir ce qu'on veut, savoir où on veut aller. Et en tout cas, pour moi, c'était un peu compliqué. Savoir où on veut aller, c'est un petit peu comme un GPS finalement. Ça permet de dire à ton cerveau, de donner en fait à ton cerveau une direction. Cette direction, tu peux y penser un petit peu tous les jours. Et quand il y a un choix à faire, on peut se dire, est-ce que ce choix me rapproche de ma direction? Est-ce que ce choix est dans le sens de la direction où je veux aller? Alors avoir une vision pour ma vie, c'est quelque chose que je ne pouvais absolument pas faire il y a 10 ans. Maintenant, je suis contente parce que j'arrive à avoir une vision dans les grandes lignes. Ceci dit, quand je suis en coaching ou en développement personnel, on dit souvent qu'il faut que ce soit le plus clair possible, qu'il faut qu'il y ait beaucoup de détails, etc. Et moi, je ne suis pas du tout persuadée que ce soit une condition exceptionnelle. Moi, je pense que quand la grande vision, elle arrive, c'est parce qu'il y a eu de l'engagement. Et d'ailleurs, hier, j'écoutais un podcast avec une jeune femme qui témoignait à propos de son entreprise et de son développement. Et elle disait qu'en fait, elle était animée par une passion et donc il y avait beaucoup d'engagement de sa part. Donc elle a commencé petit par un compte Instagram, ça a pris de l'ampleur et elle a construit petit à petit
en sachant qu'elle portait en elle, la notion de guérir, les autres et avec beaucoup de passion et donc c'est ça qui a fait que finalement, c'est arrivé. En fait, pour moi, elle avait un gros moteur. Donc voilà, je me prends pas plus la tête que ça, sur, la vision, mais c'est vrai que, c'est bien de savoir, où on veut aller. Parce que c'est pareil, un peu comme pour le point 2, ça permet de faire des meilleurs choix pour sa vie future. Alors le quatrième point sur lequel j'ai travaillé, c'est, d'oser même si c'est pas parfait. Et ça nous met dans un inconfort, mais vraiment de ouf! Enfin, surtout au début, maintenant, ça me fait moins de choses. Je crois qu'aussi avec l'âge, on prend beaucoup plus de recul et finalement, il y a beaucoup plus de choses, on s'en fout. Ça, c'est vraiment un bel avantage de prendre des années. Mais je vous jure que si on passe pas à travers cette barrière mentale, eh bien dans la vie, on fait rien et surtout on n'entreprend rien. Alors à propos de ce sujet, on parle de syndrome de l'imposteur, ne pas se sentir légitime, de manque de confiance en soi. Alors ce que je pense, c'est que tout le monde, un jour ou l'autre, va ressentir cet inconfort lié au fait qu'on commence quelque chose qui nous est parfaitement inconnu, qu'on se sent beaucoup moins à l'aise, qu'on sait qu'on va être peut-être moins performant et que malgré tout, il faut le faire. Mais finalement, est-ce si grave de faire quelque chose qui n'est pas parfait? Parce qu'il faut bien se dire que c'est en faisant qu'on apprend et qu'on se perfectionne et qu'on devient de plus en plus parfait justement. Il n'y a pas vraiment de remède miracle pour ça, hein. Il faut se jeter dans le grand bain et oser se faire un petit peu violence et ne pas écouter ses pensées, son mental qui nous raconte des choses en fonction de nos filtres internes. Parce que derrière tout ça, eh bien, il y a la peur du jugement des autres, le fait de vouloir aussi se protéger. En tout cas, je trouve pour ma part que mieux se connaître, avoir une vision pour sa vie et savoir communiquer, eh bien, ça aide aussi pour se jeter dans le grand bain. Quand on connaît ses capacités, de quoi on est capable, ça aide aussi. Et tout ça, finalement, c'est du travail d'introspection qui amène une certaine forme de légèreté et d'assurance en même temps. Et aussi, surtout, il faut apprendre à ne pas écouter les pensées du mental. Voilà, mettre le mental de côté et se concentrer sur ce qu'on sait faire. Et ceci constitue une superbe transition pour en venir au cinquième point de ce podcast. C'était aussi un gros morceau et je veux parler de revenir à l'instant présent. Moi, dans mon mode de fonctionnement, en fait, je suis tout le temps dans le futur. Je pense toujours au futur, ce que je vais faire dans une semaine, dans 10 mois, dans 3 ans. Et je pense que je serai toujours mieux que maintenant. Et ça, même si on s'en rend pas compte, ben c'est pas terrible d'un point de vue énergétique. Et je dirais même que c'est plutôt anxiogène. Parce qu'en fait, il n'y a que dans le moment présent que les choses sont tangibles, que c'est concret et que c'est à partir de là qu'on peut agir. Le futur n'existe pas encore. Et je trouve que c'est très anxieux d'y penser parce que quelque part, on se dit peut-être que va arriver, mais peut-être que pas non plus, quoi. Et l'incertitude, on sait tous que ben, ça nous met dans un état émotionnel qui n'est pas terrible. Alors quand j'ai tendance à avoir des pensées qui me ramènent trop vers le futur, voilà, quand je serai, quand je serai, etc., blablabla, eh bien je fais des exercices respiratoires, donc des pranayama, je fais aussi des respirations ventrales, je joue avec mon chien, je cuisine également. En fait, je fais tout pour ramener mon mental et ma concentration sur moi, dans mon corps, au moment présent. Et comme je parle de ça, donc j'ai parlé du futur, j'aimerais bien aussi dire un mot sur le passé. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont dans leur rumination mentale dans le passé. Alors, c'est pas mon cas, mais j'ai des gens autour de moi qui le font. Et donc, ils sont dans beaucoup d'énergie, de mélancolie, etc. Qui est pas non de tristesse finalement, de regret sur ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, ce qu'ils auraient dû faire, etc. Et parfois, avec tout ça, ben, on porte de la culpabilité et c'est vraiment horrible. On voudrait effacer son passé qui n'existe plus, on voudrait le revivre pour faire les choses autrement. Alors les adorateurs de la physique quantique et les spiritueux vont me dire « Mais si, c'est possible, faut sortir de ton corps, retourner dans ton passé, etc. » Bon, basta.
Nous, petits humains qui restons dans notre corps, eh bien, nous devons accueillir notre passé et vivre avec son passé. Parce que quelque part, votre personnalité actuelle est le résultat de vos expériences passées. Et accueillir son passé quand on a des grosses valises, eh ben, c'est pas évident. Ça se fait pas en un claquement de doigts, mais je pense que effectivement, on peut apaiser son passé, peut-être en discutant, en essayant de voir les choses autrement, en essayant de se pardonner, se dire qu'on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on était à ce moment-là, et que c'est bien normal de ne pas avoir pu tout contrôler. Et en sachant ça, il y a bien évidemment tout un cheminement émotionnel à faire. Ne pas fermer son cœur, laisser les émotions là, pleurer, crier, hurler. Trouver en fait ce qui peut vous apaiser et ce qui peut surtout faire que l'émotion ne reste pas ancrée en vous, mais puisse sortir, s'exprimer et finalement s'apaiser. Alors je ne dis pas que c'est une chose facile à faire, je ne dis pas que ça se fait en un claquement de doigts, loin de là, mais que peut-être vous pouvez vous faire aider et vous pouvez un petit peu apaiser les choses en vous. Et qu'en tout cas, ce travail ne peut être que bénéfique sur votre santé, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. Pour ma part, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai eu à dépasser comme ça des challenges émotionnels, c'est pas vraiment le fait d'intellectualiser les choses. Je pense que là-dessus, il y a juste à savoir que on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on était à ce moment-là. Là, je vous parle vraiment de mon expérience, mais en fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de ressentir au maximum l'émotion, que ce soit la tristesse, la colère, la culpabilité, voilà. Et vraiment, ça me mettait dans quelque chose de tellement inconfortable. Qu'est-ce que j'étais mal? Et puis, c'est vrai que ça dure pas un jour, une semaine, ça peut durer des mois, voire un an, 2 ans. Et pendant que je laissais ces émotions vivre en moi, que je les ressentais, j'avais besoin de pleurer, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de crier. Et quand je ressentais ces besoins-là, je le faisais. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, ça finit par s'estomper. Et finalement, on finit par ressentir de moins en moins d'inconfort. Et c'est là qu'on sait que le processus est en cours, qu'il a fait son effet. Et je vous conseille tout à fait de vous faire aider par des professionnels qui sont là pour ça. Quand je parle de professionnels, je parle plutôt de psychologues. En tout cas, aujourd'hui, après avoir passé des années très tumultueuses par rapport à tout ça, je trouve que je vais beaucoup mieux, que je suis très apaisée par rapport au passé. Alors ce n'est pas que j'y pense plus, mais en tout cas, quand j'y repense, l'émotionnel est très peu présent. Et je pense que tout ça, c'est lié à toute cette période de guérison et aussi au fait que j'ai beaucoup remis en question ma façon de voir les choses, que je suis aussi beaucoup plus claire avec moi-même et avec les autres, que j'ai appris à dire non. Tout ça finalement m'a permis d'avoir beaucoup plus d'assurance. Et en conclusion, voilà, c'est un petit peu ça l'histoire de nos transformations personnelles et intérieures, parce que quelque part, il y a un processus qui fait que on doit guérir son passé pour ceux qui ont eu des grosses épreuves, des passés tumultueux. Et puis d'un autre côté, il y a aussi ce processus qui fait que on se connaît mieux, on va vers notre vraie essence, je dirais. Et ces deux processus, en fait, ils peuvent se faire en même temps et même, je dirais, qu'ils se nourrissent l'un l'autre. En tout cas, après 15 ans de processus et d'introspection de moi-même, je suis vraiment très contente du résultat, des bénéfices obtenus. Et c'est un petit peu tout ça que j'ai envie de partager dans ces podcasts. J'essaye de le partager de manière inspirante, aidante, pour que vous trouviez vous-même vos clés à l'intérieur de vous et que vous sachiez que tout ce travail, même s'il est pas plaisant, s'il est inconfortable, vraiment, on est tellement mieux après que ça vaut le coup de vivre ces inconforts. Voilà, sur ce, il est l'heure que je vous laisse. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à le partager pour des personnes autour de vous qui en auraient besoin. N'hésitez pas aussi à le noter, à donner vos avis, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de très beaux instants. Jusqu'au prochain. Bye bye.